Fidèles Divintus, bonjour. Nous recevons aujourd'hui pour vous le professeur Franklin Nyamsi, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soro Guillaume. Nous allons avec lui échanger sur la brûlante question, la brûlante affaire de l'enregistrement de la présumée conversation entre le président de l'Assemblée nationale et l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, Djibril Bassolé. Monsieur Franklin Nyamsi, bonjour. Bonjour, cher Jean-Paul Leroux, et je salue les téléspectateurs d'Event News TV, dont on me dit qu'ils sont de plus en plus nombreux. Comment se porte le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis la publication de cet enregistrement? Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est totalement consacré à sa mission. Vous savez, c'est une mission régalienne très importante. Dans une république comme la Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale est la deuxième institution du pays, et là-bas, il y a une occupation sans relâche. La vie de la maison, la diplomatie parlementaire. Je vous informe que le président de l'Assemblée nationale est en visite à partir de demain et jusqu'au 28 novembre prochain, par exemple, au Parlement de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, plus précisément. Donc, le travail continue. Aucune interruption. Le président Guillaume Soro est, comme vous le savez parfaitement, d'une sérénité traditionnellement inébranlable. Mais comment on peut être serein quand vous venez, quand tout le monde est à peu près 10 jours, on vient d'avoir la publication d'un tel enregistrement où carrément il apparaît qu'il est impliqué dans le coup d'État manqué au Burkina Faso. Ce qui est absolument important dans l'affaire dont vous parlez tout de suite, c'est que nous commencions par faire, vous et moi, monsieur Oro, acte de citoyenneté. À ma connaissance, vous êtes le président de l'Union nationale des journalistes ivoiriens de France. C'est pas important ici. C'est important, et je vais dire pourquoi. C'est pas important. Dites-nous. Parce qu'en tant que président, en tant qu'enregistrement d'une écoute, d'une conversation entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est le président de tous les élus nationaux de Côte d'Ivoire, et l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, concernant un coup d'État qui se déroulait au Burkina Faso. Vous me permettrez donc d'être responsable. Mes responsabilités. Monsieur Oro, vous ne pouvez pas. Ici, je vous interviewe, c'est tout. Monsieur Oro, vous ne pouvez pas poser la question et faire la réponse. Non, je vous interviewe. Mes responsabilités de président. Je vous répondrai. Ne vous inquiétez pas. Je ne les laisserai pas parce que vous êtes quelqu'un de très important dans la communauté journalistique ivoirienne. Et à mon avis, vous auriez dû commencer cette émission par la condamnation de la violation de la déontologie journalistique qui veut que le journaliste informe, sans doute, anime la pensée critique dans la population. Mais le journaliste n'est pas un pyromane de l'information. Ce n'est pas quelqu'un qui va écouter les conversations téléphoniques privées de citoyens de Côte d'Ivoire ou de citoyens du Burkina Faso. Le journaliste qui a publié cette information, c'est lui qui a organisé, préparé matériellement cette écoute. Ce journaliste est un terroriste de l'information. C'est un pyromane de l'information. Et le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire que vous êtes devrait commencer par condamner les méthodes pas du tout classiques d'un journaliste qui va écouter les conversations privées. Monsieur Oro, j'ai lu dans la presse que vous aviez fait à un moment donné une déclaration d'amour à Madame Cuyo-Brigitte. Seriez-vous heureux que je publie, si j'en avais la possibilité dans la presse, des conversations téléphoniques privées que vous auriez eues avec cette dame? Pensez-vous que le journalisme consiste à aller fouiller dans la vie privée des citoyens ivoiriens et burkinabés pour faire des tabloïds? Je pense, monsieur Oro, que vous avez une très haute estime de votre métier et que votre devoir en tant que journaliste représentatif de votre communauté, c'est de condamner. Et je viens maintenant au sujet. Revenons sur le sujet, mais entre-temps, je vais faire juste je viens au sujet. Quand vous avez insisté sur ma personne, d'abord vous avez mal potassé en vous renseignant sur moi. Je n'ai jamais fait de déclaration d'amour à Madame Brigitte Cuyo. C'est un journaliste farfelu qui s'est permis de faire... Je confirme que ce n'est pas vrai. Voilà. Je confirme que ce n'est pas vrai. Deuxièmement, c'était pour vous montrer la difficulté qu'il y a avec des journalistes qui fouillent dans la vie privée des gens. Revenons sur le sujet. Je rappelle, pour les questions de déontologie, il ne faudrait pas qu'on mélange le journaliste qui a publié ce que vous êtes en train de laisser supposer, le journaliste qui a publié cette information, en l'occurrence M. Théophile Kouamouo, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait préparé, organisé et fait l'écoute du président de l'Assemblée nationale. Il est co-responsable. Et deuxièmement, pour les questions de déontologie, pour nos téléspectateurs du 22, j'aimerais qu'on précise un certain nombre de choses. L'écoute d'un individu est permis par la loi. Un juge peut se permettre... Un juge. Pas M. Kouamouo. Non, ni M. Oro. Pour l'instant, revenons. M. Kouamouo n'a pas organisé, à mon sens... Vous êtes donc co-responsable
de l'acte de M. Kouamouo parce que pour vous le défendez. Je ne le défends pas, je défends un confrère. C'est un pyromane de l'information. Je suis convaincu. Ce monsieur est un pyromane de l'information, monsieur. Il a une source. L'information lui est parvenue. Mais non, l'information qui vous parvient dès lors qu'elle viole la vie privée de personnes qui sont des citoyens, eh bien vous respectez la loi. En droit canadien, monsieur Oro, cela suppose donc que l'information que Théophile Kouamouo en droit canadien est exacte. En droit canadien, je n'ai pas encore répondu sur le fond. Je réponds d'abord sur la forme. Reconnaissez que j'ai une méthode dans ma réponse. Je commence par vous dire, en tant que citoyen ivoirien, en tant que citoyen burkinabé, en tant que citoyen français, nous devons condamner le fait que des journalistes se permettent de publier ce qu'ils considèrent comme des conversations privées entre des citoyens. En droit français, ça s'appelle violation de la correspondance privée. En droit canadien, le fait de publier des conversations téléphoniques supposées être des échanges privés entre des personnes, c'est un crime. C'est un crime en droit canadien. Et en droit de la CEDEAO, celui qui publie ce genre de conversations, supposées être des conversations privées entre des personnes, est un pyromane de l'information. La CEDEAO condamne cela. Mais je viens au fond de la question. Je ne vous laisserai pas dire cela. Parce que, clairement, une conversation privée à vocation privée n'a pas vocation à être publiée. C'est ce que M. Kouamouo a fait. Je peux finir. Oui. Une vocation privée à vocation publique. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez vocation publique à vocation publique? Vous fondez sur quel texte? Quand dans le présumé enregistrement, écoute, clairement, M. Soro Guillaume et Djibril Bassolé parlent d'une question qui intéresse tout le Burkina Faso. Il n'est pas du tout établi à ce jour, et je crois que vous n'en avez pas les moyens non plus, il n'est pas du tout établi à ce jour que la conversation publiée par M. Théophile Kouamouo est exactement la conversation qui aurait eu lieu entre M. le président Guillaume Soro et le général Djibril Bassolé. Ce point n'est pas établi. Ce qui est établi en tout cas, c'est que M. Kouamouo viole les règles de la confidentialité, de la correspondance privée entre les citoyens, et que vous, en tant que président des journalistes ivoiriens de France, vous le cautionnez en ce sens. Et c'est très grave. Je le cautionne, parce que, dans le métier de journaliste... Il faut fouiller dans la vie privée des gens. Non, vous savez ce qu'on appelle les sources. Vous savez ce qu'on appelle les sources. Écoutez, les sources n'autorisent pas la violation de la vie privée. Non. En droit français, je vous mets au défi. C'est l'article 9 du Code pénal français, monsieur. Ok, d'accord. Mais vous savez au moins ce qu'il est autorisé, qu'un juge peut autoriser l'écoute d'un journaliste. Il faut qu'un juge l'ait autorisé. Est-ce que c'est le cas? Mediapart a publié. Vous savez que Mediapart a publié. Dans l'affaire dont nous parlons, dans l'affaire de Nicolas Sarkozy, vous savez que Mediapart a publié des écoutes de conversation de Nicolas Sarkozy et son avocat. Il y a un juge qui avait autorisé... la mise sur écoute du président, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Vous dites que c'est un juge burkinabé. Aucun juge burkinabé n'a proclamé l'idée que le téléphone du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avait été écouté. À ce jour, le seul à avoir assumé cette prétendue révélation, c'est M. Kouamouo. Donc M. Kouamouo est responsable. Il est responsable de la violation du secret de la correspondance. C'est un pyromane de l'information. C'est un terroriste de l'information. Pourquoi vous vous acharnez sur le messager et sans vous... D'ailleurs, il s'est présenté lui-même comme un pigeon. Cher M. Oro. M. Kouamouo, dans un article récemment publié, dit que... Il n'est que le messager et le message. Il dit que la team Soro tire sur le pigeon voyageur qui a transporté le message et non pas sur ceux qui l'ont envoyé. Donc M. Kouamouo se présente lui-même comme un pigeon. Et le message. Et quand un journaliste se comporte comme un oiseau de mauvais augure, on sort du journalisme pour tomber dans la pyromanie. Et le message. Maintenant, rentrons donc dans l'élément. Puisqu'il a écouté cela, tel que vous êtes en train de le dire, c'est à croire que vous authentifiez cet enregistrement. Nous allons donc entrer dans le fond. Je vous réponds ceci. Qu'il y a eu une conversation entre le président Guillaume Soro et le général Djibril Bassolé, c'est une chose banale, d'autant plus que le président Guillaume Soro connaît la totalité de la classe politique burkinabé. C'est très important. C'est très important. Le président Guillaume Soro a eu des conversations avec M. Roch Marc Christian Kaboré. Personne n'a pensé à les publier. Le président Guillaume Soro a eu des conversations avec M. le lieutenant-colonel Zida. Personne n'a pensé à les publier. Toute la classe politique burkinabé actuelle a eu à un moment ou à un autre à avoir des conversations téléphoniques avec le président Guillaume Soro qui la connaît totalement. Premièrement, maintenant, deuxième chose. Ce qui est évident pour tous ceux qui connaissent le président Guillaume Soro, c'est que les 16 minutes publiées par le pyromane de l'information, vous savez maintenant de qui je parle. Je ne sais pas, je ne parle pas de les 16 minutes publiées par M. Kouamouo sont le résultat de la manipulation
d'une conversation originale du président Guillaume Soro avec le général Djibril Bassolé, conversation qui, somme toute, était un acte de solidarité fraternelle du président Guillaume Soro envers un frère. Et vous avez publié et il n'est jamais question. Et le camp Soro a publié une fois. Maintenant, je vous réponds sur le fond. Une bande sonore de 4 minutes. Du mal. Je dis ceci. Je vous écoute. La conversation originale, donc qui a pu exister entre le président Guillaume Soro. C'est elle qui a été manipulée, qui a été Elle a été manipulée. Monsieur Kouamouo, qui est un pyromane de l'information, et tous ses amis, ses commanditaires, puisqu'il est le pigeon et qu'il a été envoyé, ont introduit dans une conversation originale qui se déroule entre 1 minute. Ces commanditaires, vous dites ces commanditaires intérieurs et extérieurs pour salir l'honneur du président. Quand je vois le président de l'Union des journalistes, les extrémistes ivoiriens du FPI radical, les esprits chagrins et ambitions de tout poil. Quand je vois le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire en France cautionner les méthodes de voyous, quand je vois... FPI, mais monsieur, c'est le FPI. Aujourd'hui, ce parti qui est pratiquement en lambeaux, depuis la chute de l'emprisonnement de je vous en laisse la responsabilité. Oui, je l'assume. Ah bon, vous dites que le FPI est déchiré. Je pensais que le FPI avait pour président Pascal Affinguessan. Le FPI est lambeau. Moi, je parle de façon factuelle. Oui. Le FPI est divisé. Il n'est pas divisé, il n'y a qu'un seul FPI. Affinguessan qui est d'un reconnu par la loi. Et d'un autre côté, il y a un autre FPI qui est dirigé par Aboudraman Sangaré qui assure l'intérim de Laurent Gbagbo en prison. Oui. Aujourd'hui, vous pensez que cette organisation qui est en lambeau, qui a ses vous n'avez pas vu la déclaration, qui a ses leaders, vous n'avez pas vu la déclaration publique de cette organisation? Une partie de ces leaders en prison, une autre partie en exil, d'autres dont les comptes sont gelés. Mais monsieur Kouamouo, comment vous pouvez imaginer que ce FPI-là puisse organiser, préparer l'écoute du président de l'Assemblée nationale, qui n'ont même pas pu mater, pendant que le FPI eux-mêmes ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas pu maîtriser M. Soro Guillaume, qui avec sa rébellion arrivée, est devenu Premier ministre, il s'est débrouillé. Aujourd'hui, ceux-là, c'est quand ils sont dans l'opposition, ils sont dans cette situation, eux ils arrivent à écouter Guillaume Soro. Vous me permettez d'expliquer maintenant ma réponse? Oui, allez-y. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en auto-interview, monsieur. Non. Bon. Vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur ce nombre d'éléments. C'est moi qui vous donne l'occasion de vous exprimer. Oui, parce que je suis heureux. Vous évoquez cet nombre de choses qui, visiblement, vous m'envoyez ravi. Vous m'envoyez ravi. Quand on donne aux journalistes l'occasion de s'exprimer, c'est qu'on est un bon invité. Alors, cher monsieur Oro, je vais vous répondre pour le FPI. La réaction du FPI devant cette révélation manipulée, c'est-à-dire en réalité, d'abord, la violation de la vie privée de citoyens burkinabés et ivoiriens. Double violation ensuite avec le tripatouillage, le traficotage de leur conversation originale, à laquelle on n'aurait jamais dû avoir accès du reste. La réaction du FPI a été laquelle? Moi j'ai lu le communiqué publié par le professeur Firmin Crécré. Ce communiqué a consisté, premièrement, à considérer comme tout bénef, argent comptant, tout ce qui avait été raconté dans la bande traficotée de M. Kouamouo et de ses commanditaires. M. Kouamouo, le pyromane de l'information, le pigeon, comme je vous l'ai dit, selon sa propre expression, je suis le pigeon. Le FPI a validé la thèse de M. Kouamouo. Or, qui est M. Kouamouo? C'est un journaliste qui avait fondé, entre autres choses, le Nouveau Courrier d'Abidjan, la presse bleue, qui a été un journaliste intimement proche de la totalité des dirigeants du FPI quand il vivait en Côte d'Ivoire, qui est un journaliste qui a été viré du Monde.fr, du Monde en général, précisément à cause de ses méthodes pyromaniaques. C'est un journaliste qui a travaillé à l'intérieur de la majorité Gbagbo FPI pendant plus de 5 ans de sa vie. Et c'est lui qui se fait la tête de pont d'un projet de violation de la vie privée de tous les Ivoiriens, de tous les Burkinabés, et de mépris des institutions républicaines ivoiriennes. Voilà pourquoi j'ai pensé, en raison de la réaction du FPI à la démarche antiprofessionnelle de M. Kouamouo, que le FPI était l'un des bénéficiaires du forfait. Puisque le FPI s'est précipité pour dire, sur la base de ce que M. Kouamouo a sorti, eh bien on va refaire une enquête sur la mort de M. Tagro, eh bien on va refaire une enquête sur ceci, sur cela. S'est-il assuré que la conversation publiée par M. Kouamouo était authentique? Le FPI s'est comporté comme si il criait sur la colline et il allait, je condamne, la violation de la vie privée. Et deuxièmement, je dis, il y a eu deux violations, monsieur Oro. Première violation, violation de la vie privée de citoyens. Deuxième violation, traficotage de leur conversation originale à laquelle d'ailleurs on n'aurait pas dû accéder. Je dis bien deux violations. Je n'authentifie rien. Ce que j'authentifie, c'est que M. Kouamouo est un pyromane de l'information. Ce que j'authentifie, c'est qu'il est un pigeon et que ses commanditaires et lui
seront pris à la gorge. Ils seront pris à la gorge, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que depuis on n'entend pas encore le président Soro Guillaume. Il s'est exprimé. C'est vous seulement qu'on entend. Pour l'instant, le président s'est exprimé. C'est quoi aujourd'hui? Il va porter plainte contre. Un chef ne s'exprime pas. Va-t-il porter plainte contre? C'est déjà fait. Un conseil d'avocats a été constitué pour amener M. Kouamouo à assumer son statut de pyromane de l'information, de terroriste de l'information, de pigeon voyageur, dont on a pratiquement reconstitué l'ensemble des commanditaires. Le président Guillaume Soro a été très clair sur cette question. Et je vous ai dit qu'il était très occupé. Son rôle n'est pas de répondre aux querelles d'arrière-cour. Il y a eu beaucoup de... Dès la publication de cette bande sonore, il y a eu beaucoup de... Tous les regards sont pratiquement tournés vers Abidjan. Beaucoup d'Ivoiriens ont imaginé que la bande venait d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est simplement, on a l'impression que vous et le camp proche du président Soro, votre diable, c'est Théophile Kouamouo, c'est lui qui a tout fait, c'est le bouquinataire, c'est tout ça. Vous savez, c'est à croire que dans l'entourage du président Guillaume Soro, nous ne pratiquons pas fort pour s'attaquer à ses adversaires dans son propre camp, pour s'attaquer à des adversaires que sont le FPI qui n'arrive même pas à... Vous lui prêtez des adversaires dans son propre camp? Quels sont ses adversaires dans son propre camp? Dans l'univers politique de la Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe. Moi, je ne connais aucun adversaire du président Guillaume Soro dans son propre camp. Dans l'univers politique, vous ne connaissez pas. À qui pensez-vous? Je ne pense à personne. Donc il n'en a pas. Ok, d'accord. Bon, on continue. Donc le président Soro va porter plainte contre Théophile Kouamouo. Un conseil d'avocats a été constitué pour porter plainte à M. Théophile Kouamouo pour violation et manipulation de correspondance privée. D'abord, violation. Je me serais attendu à ce que vous soyez solidaire de cela en tant que journaliste responsable. Je suis désolé de constater que Even News TV pourrait aussi divulguer bientôt des conversations privées d'Ivoiriens et de Burkinabés manipulées. Je suis solidaire. Deuxièmement, de mon confrère, un conseil a été établi. Et deuxièmement, je respecte la protection de la source. Monsieur, vous êtes solidaire du FPI, je ne suis pas seulement de votre confrère. C'est connu. Je suis solidaire de mon confrère. Monsieur Oro, on se connaît quand même. On ne se connaît pas. Votre camp, c'est le FPI. Votre camp, c'est le FPI. C'est quoi votre camp? Tous ceux qui connaissent la place de Paris savent, monsieur Oro, que vous êtes un journaliste globalement à la solde du FPI. C'est connu. Non, mais c'est pas nouveau. Vous savez... Je ne fais pas une révélation. Vous ne faites pas une révélation, mais en même temps... Even News TV, c'est connu. Vous êtes nos frères. C'est pour ça que je viens toujours. Nous vous recevons. C'est pour ça que je viens toujours. Nous vous recevons. Et fraternellement. Si nous étions du FPI, comme vous le dites, nous ne vous aurons pas reçus. Parce que le FPI n'est pas fraternel. Les thèses que vous déposez donc vous prétendez que le FPI n'est pas fraternel. Si nous étions FPI, nous ne vous aurons pas reçus. Et vous permettre de développer donc vous reconnaissez que ce parti ne sait pas recevoir. Je n'ai pas dit cela. Je dis si... tel que vous présentez les choses, nous étions FPI, que nous étions nous avons une attitude sectaire, votre sensibilité est connue. Vous savez. Votre sensibilité politique est connue. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Monsieur ça ne me dérange pas du tout. Monsieur Damsi, revenons sur le sujet. Parce que je crois que ça vous amuse de digresser un peu pour éviter de répondre aux vraies questions. J'ai répondu aux vraies questions. Non, vous n'y avez pas. Double violation. Est-ce que vous avez porté plainte contre Théophile Kouamouo? Je vous informe qu'un conseil d'avocats a été constitué pour porter plainte à l'avenir à monsieur Théophile Kouamouo pour double violation. 1. Violation du secret de la correspondance. Donc ça vient la plainte. 2. Traficotage d'une conversation déjà à laquelle il n'aurait jamais dû avoir accès. Pour ces deux raisons, monsieur Kouamouo sera poursuivi. Voilà pourquoi tous ceux qui le soutiennent seront poursuivis de la même façon. Je vous dis simplement qu'ici, vous le savez en même temps que moi, ici en France, Mediapart a publié des écoutes qu'un juge français avait autorisé entre les suites de Nicolas Sarkozy. Mediapart a publié des commentaires d'écoute, pas les écoutes. Non, avec publié des écoutes. Pas du tout. Les commentaires d'écoute, pas les écoutes. Parce que je vous mets au défi. Les commentaires d'écoute, mais pas les écoutes. Donc, je reviens pour dire tout simplement, M. Théophile Kouamouo, il est sous la protection de l'information, pigeon, selon sa propre expression. M. Théophile Kouamouo, aujourd'hui, sa source est protégée. Sa source, comment vous le savez? La loi protège sa source. Ça, c'est un. Vous êtes complice de violation? La loi française protège une violation de correspondance. La loi française protège les sources d'un journaliste. Monsieur Oro, vous ne connaissez pas la loi française. Deuxièmement, nous allons en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le Burkina Faso. Ah oui. C'est à croire que vous êtes je ne sais pas, où le Burkina fait une révolution au mois d'octobre, je crois, au mois d'octobre 2014, le président Blaise Compaoré s'en va, vous vous fendez contre cela, vous dites que c'est un coup d'État déguisé en révolution populaire. Après ça, il y a une transition qui est mise en place.
cette transition est attaquée par... Il y a un coup d'État qui arrive. Vous revenez encore, faites une publication pour saluer pratiquement ce coup d'État qui, à mon sens, heureusement, n'a pas pu aboutir. C'est quoi votre problème au Burkina exactement? Alors, vous venez de dire par ce petit adverbe « heureusement » que vous avez un camp. Bon. Je dis heureusement parce que je soutiens la révolution burkinabé. Très bien, ce qui est exactement la position du FPI. Mais je vais vous répondre sur le fond de votre analyse. Je vais vous répondre sur le fond de votre analyse, Jean-Paul Leroux. Répondez-moi sur vos positions. Oui, absolument. En octobre 2014, il y a eu au Burkina Faso un coup d'État, en bonne et due forme, rassemblant des segments de l'armée burkinabé. La preuve, le général Honoré Nabéré Traoré s'est présenté à la télévision en premier pour dire qu'il prenait le pouvoir. Vous vous souvenez de cet événement-là? C'était soutenu donc par une partie de l'armée, une partie de la société civile, notamment rassemblée autour du ballet citoyen, 2. Et il y avait une certaine complaisance d'un certain nombre d'officines diplomatiques issues des grandes puissances, qui estimaient que le projet de réforme de la constitution du Burkina Faso, qui avait été esquissé par le régime du président Compaoré, était le projet de trop, qu'il avait franchi le Rubicon et qu'il fallait le laisser tomber. Le président Compaoré n'a pas été renversé par la foule. Je vous rappelle que la foule n'a jamais pu pénétrer le palais de Kosiam. Le président Compaoré a été renversé par un complot organisé par une partie de l'armée, une partie de la société civile et des partis politiques. C'est pas la foule, c'est pas la population. Ce n'est pas une révolution. Écoutez, les événements se sont déroulés à Ouaga et le président Compaoré n'a jamais été chassé par la foule. La foule, il a été chassé par qui? Il a été amené à rendre sa démission quand il s'est rendu compte que pour conserver le pouvoir, il lui fallait sacrifier beaucoup de vies humaines. C'était un acte de grandeur républicaine. Nier un fait de l'histoire du Burkina Faso. Je suis en train de lire une révolution populaire qui s'est effectuée. Jean-Paul Leroux, votre rôle, c'est de rendre possible. Votre rôle, je suis toujours le premier à dire des choses africain à annoncer que non, ça n'a pas été une révolution populaire. Moi, je suis toujours sur Even News TV, le premier intellectuel africain à dire des choses qui ne vous arrangent pas. Ça a été un coup d'État militaire. Et c'est mon rôle, si vous voulez. Moi, mon rôle, c'est pas de venir vous dire ce qui vous plaît. De nager à contre-courant de l'histoire. Oui, mon rôle, c'est pas de vous dire ce qui vous plaît, c'est de vous dire ce que je pense. Mon rôle, c'est pas de vous dire ce qui vous plaît, mais de vous dire ce que je pense. Et vous m'invitez pour entendre ce que je pense, pas ce qui vous plaît. Même si cela... Donc, je reviens à mon analyse, parce que vous risquez de me faire perdre le fil de mes idées en m'interrompant. Je vous interromps pas, mais bon, voilà. je peux réagir Laissez-moi un peu continuer. Sur ce que vous dites il y a eu à mon avis, semble un peu gros, quoi. Et je suis là pour vous amener à voir, en gros, ce que vous ne voyez pas, parce que ça a échappé à votre prisme, à votre lorgnière. Il y a eu coup d'État contre le président Compaoré. Deuxièmement, il y a eu un coup d'État dans le coup d'État. Parce que c'est le général Nabéré Traoré Honoré qui commence par dire qu'il prend le pouvoir. Et quelques heures plus tard, on apprend que c'est le lieutenant-colonel Zida qui prend le pouvoir. Donc il y a eu un coup d'État dans le coup d'État. Ça fait déjà deux coups d'État. Le lieutenant-colonel Zida, qui est à l'époque le numéro 2 du RSP, prend le pouvoir. Donc à l'intérieur de l'armée, il y a eu putsch. D'abord contre le président Compaoré, qui démissionne pour éviter le bain de sang, et puis putsch contre le putschiste. Ça fait deux coups d'État. Et c'est pas fini. Le 16... C'est sous la pression de l'armée ou sous la pression de la population qui décide de rendre le pouvoir? Sous la totalité des pressions. La pression d'une armée qui risquait de s'affronter de manière fratricide. 2, la pression d'une population qui était utilisée comme chair à canon par le ballet citoyen. Le président Compaoré ne voulait pas donner la mort à ses concitoyens de manière absurde. Et puis 3, une certaine ambiance diplomatique qui était de nature à dire que le président Compaoré devait lâcher le lest. Je rappelle que la République française, mon pays d'adoption, qui avait adopté la posture de soutenir finalement le camp du coup d'État contre le président Compaoré, a eu la position opposée quand il fallait parler de la République du Congo. Le président Sassou Nguesso a demandé un référendum pour modifier la constitution du Congo. Vous vous en souvenez? Et il y a eu une déclaration du président français pour dire que le président Sassou Nguesso avait parfaitement le droit de demander à son peuple si un article de la Constitution pouvait être modifié par référendum. Or, c'est ce qui n'a pas été globalement par les grandes puissances diplomatiques reconnu au président Compaoré, alors que, contrairement au Congo, la Constitution burkinabé autorisait le président Compaoré à consulter les Burkinabés
à propos de cette question. Mais je continue. Pas considéré burkinabé. Si, article 37, il fait partie des articles révisables en vertu des articles 165 à 168 de la Constitution burkinabé. Mais si les populations, le peuple dit non, c'est non. Le peuple, c'est le populisme. Voilà le sens du livre que je publie bientôt à Paris. Démocratie versus populisme. Est-ce qu'on peut prendre une foule de gens excités qu'on va confondre avec le peuple, et cette foule-là, la révolution burkinabé, c'est une manipulation, c'est pas une révolution. La preuve. On nous dit aujourd'hui au Burkina Faso qu'il y a 2 candidats qui sont les mieux placés pour hériter du fauteuil du président de la République. Qui sont-ils? Mais des anciens ministres du président Compaoré. D'une part, M. Roch Christian Kaboré. Combien d'années ministre d'État, Premier ministre? Combien d'années président de l'Assemblée nationale? C'est lui qui va apporter le changement? On nous dit qu'il va y avoir éventuellement M. Diabré, ministre de l'économie du président Compaoré. Pendant combien de temps? C'est lui qui va apporter le changement? Vous voyez que ces gens-là, en réalité, ont manipulé la foule dans une pseudo-révolution qui n'en était pas une. Il s'agissait de « ôte-toi de là que je m'y mette ». C'est l'analyse de l'intellectuel observant le Burkina Faso qui vous parle. Mais je continue. Le 16 septembre 2015, il y a eu donc le 3e coup d'État en moins d'1 an au Burkina Faso. 3e coup d'État en moins d'1 an. Les gens nous parlent de ce qui s'est passé le 16 septembre 2015 comme c'était le premier coup d'État depuis le départ du président Compaoré. Il y en a eu 3. Un contre le président Compaoré, un contre le général Naberé, et puis un contre les putschistes qui avaient renversé des putschistes. C'est-à-dire que lorsque le général Diendéré et ses hommes s'attaquent au pouvoir Zida, ils s'attaquent à des putschistes. Zida a pris le pouvoir par un putsch fait au général Naberé Traoré, qui lui-même a fait prendre le pouvoir à la transition par un putsch fait au président Compaoré. Où est la morale dans cette affaire? La morale dans cette affaire, c'est que le Burkina, comme tous les grands pays africains d'espérance, a besoin d'un système démocratique inclusif. La transition qui est en place avec le Premier ministre... c'est une transition exclusive, ce n'est pas une transition inclusive. Le président Kafando sont les autorités légales la CEDEAO, en Côte d'Ivoire. Le tribunal de la CEDEAO a condamné la décision des autorités burkinabées actuelles d'exclure les éléments du CDP. Et ça, pas n'importe lesquels. Ceux qui constituaient l'ancienne majorité politique du pays. C'est comme si en France, on excluait le PS et l'UMP des élections et on nous parle de démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Burkina Faso. Monsieur Niamsi, revenons simplement au sujet. C'est vrai, comme vous le dites, la Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'exclusion du CDP de la course aux élections. Mais vous, aujourd'hui, cela justifie-t-il aujourd'hui le coup d'État qui a été perpétré? Je le dis encore, heureusement. Moi, je dis que le Burkina Faso est entré dans une phase d'instabilité à partir d'octobre 2014. Depuis lors, il y a eu 3 coups d'État. Je les ai bien analysés sur ce plateau. Tous ceux qui enregistrent le fait qu'il y a eu 3 coups d'État savent que le 16 septembre n'est que la conséquence d'une instabilité qui date depuis le 30 octobre. Le 16 septembre n'est pas sorti comme un cheveu dans la soupe au Burkina. Si le Burkina n'est pas politiquement stable aujourd'hui, c'est la faute de ceux qui ont mis en place un processus exclusif dans le domaine politique. Pourquoi veut-on voir l'endroit où un homme tombe et on ne veut pas voir l'endroit où il a glissé? Le Burkina a glissé quand on a refusé de procéder démocratiquement à l'arbitrage des conflits et qu'on a décidé de procéder par des oukases et par de l'exclusion. La Côte d'Ivoire a basculé en 2000 quand on a exclu les grandes majorités politiques de Côte d'Ivoire du jeu politique. Le Burkina est instable aujourd'hui parce que l'exclusion prospère au Burkina. C'est un point de vue intellectuel. Nous allons poser revenir sur M. Soro Guillaume que vous conseillez, dont vous êtes le conseiller. Vous ne l'oubliez jamais. Non, on ne peut pas l'oublier quand vous reçoit, c'est par rapport à lui et vous le savez. Donc je disais, aujourd'hui... Il a fait une plainte portée contre lui et des commandants de zone de l'ex-rébellion ivoirienne. Ici à Paris, il y a la juge Kéris Sabine qui lui a envoyé une convocation. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale dit qu'il n'a pas reçu de convocation. Vous pensez que ceci est fait pour arranger les choses pour lui ici? En réalité, la réponse du président de l'Assemblée nationale est très claire. Lorsqu'un homme d'État, deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire, est convoqué par un tribunal d'un pays étranger, celui-ci s'adresse au ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Et ce ministère s'adresse au ministère de la Justice, lequel s'adresse au législatif, c'est le cas d'espèce, et une commission rogatoire est mise en place pour examiner l'opportunité de la convocation. La juge dont vous parlez n'a pas procédé de cette façon. Le président Guillaume Soro est donc tout à fait fondé à dire qu'il n'a pas à connaître une convocation qui ne lui a pas été adressée selon les formes légales.
Donc la réponse du président, elle est illégale, une convocation, parce que c'est Madame Abiba Touré qui a informé la communauté mondiale que le président Guillaume Soro... Vous dites que le président a pris sa parole. Sabine Kéris n'a pas procédé. Oui, le président n'a pas reçu de courrier. Il n'a pas reçu de courrier. Vous savez, l'adresse du président Guillaume Soro, c'est Abidjan, Côte d'Ivoire, au Palais du Plateau. Pourtant, il n'y a rien qui soit arrivé en ce sens. Pourtant, il y a son avocat dans cette affaire, Jean-Paul Benoît, maître Jean-Paul Benoît, qui a reçu en main propre cette convocation. Maître Benoît a appris cette histoire par la presse quand Mme Abiba Touré a annoncé qu'une juge française convoquait le président. Et Maître Benoît n'est pas le président Guillaume Soro. Maître Benoît a quand même reçu la convocation. Il n'a pas à recevoir une convocation qui ne s'adresse pas à lui. Si, et il est plus qui... On n'adresse pas la convocation d'un client à son avocat. Mais monsieur... Ça n'existe pas en droit, monsieur Soro Guillaume a lui-même écrit de sa propre main, signé de sa propre main, que monsieur Jean-Paul Benoît et maître Mignard étaient ses représentants, étaient son conseil de défense dans cette affaire auprès du tribunal de Paris. Écoutez, les avocats entrent en jeu quand le client a reçu une convocation et leur a demandé d'aller le défendre dans un prétoire. Ce processus n'a pas eu lieu. Donc vous voulez dire que le président Guillaume Soro n'a pas écrit au tribunal de Paris. Le président Guillaume Soro n'a pas écrit reçu au tribunal de Paris. Mais pour lui demander de procéder selon les normes pour lui dire que diplomatiques. Ses avocats sont maître Mignard et maître Benoît. Non, je pense que ce n'est pas cela le sens de la correspondance du président Soro. La correspondance du président Soro n'a été que ceci. Il est allé devant les médias répondre à maître Abiba Touré qui avait annoncé qu'on le convoquait à Paris, qu'à sa connaissance, une telle convocation ne lui était pas parvenue. Et il est probable que maître Abiba Touré soit allé le dire au tribunal qui prétendait avoir convoqué le président Soro. Mais les formes n'étant pas respectées, la souveraineté des États... De quoi a peur Guillaume Soro? En tant que témoin assisté, il vient y répondre. Monsieur Oro, vous êtes bien placé, c'est vous-même qui l'avez dit, vous êtes bien placé pour savoir que Guillaume Soro ne connaît pas ce sentiment que vous venez de nommer. Il n'a pas peur? Il n'a pas peur. Ah bon? Il n'a pas peur. Un homme qui a séché les larmes de son pays contre le régime le plus ostraciste de son histoire, il n'a pas peur. Ok. Mais il est prudent. Comment vous vous sentez quand beaucoup de personnes vous décrivent comme le griot de Guillaume Soro, son almoravide, son turiféraire, son répondeur automatique? Pour un intellectuel, ça ne pas ça mal? Je le prends comme une récompense quand ça me vient de quelqu'un qui n'est pas intellectuel. Et vous le prenez comme, quand ça vient d'un intellectuel? Un compliment. Quand ça vient d'un intellectuel, je le prends comme une forme de jalousie. Ah bon? Ok, merci monsieur Franklin Niamsi d'avoir accepté notre invitation. Chers fidèles d'Event News TV, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette émission. Nous recevions monsieur Franklin Niamsi qui bientôt publiera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un livre qui paraîtra aux éditions L'Harmattan, Démocratie versus Populisme, le Burkina Faso en danger. Et vous êtes invité bientôt aux États-Unis, à Washington, vous donner une conférence sur les processus démocratiques en Afrique. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Paul Leroux et merci à tous vos téléspectateurs. À la prochaine.